Je n'aurais jamais pensé que mon propre père choisirait ma sœur menteuse et manipulatrice plutôt que moi, mais je me tenais là, dans son salon, le regardant pointer la porte et exiger que je m'excuse auprès d'Amanda et de son fils de 7 ans, Tyler, pour avoir soi-disant gâché sa fête d'anniversaire. La vérité, c'est que j'avais simplement demandé pourquoi je devrais payer les frais de scolarité de l'école privée de Tyler, alors qu'Amanda refusait de travailler, mais apparemment, me défendre faisait de moi la méchante dans cette dynamique familiale tordue. Quand papa a dit que je devais partir jusqu'à ce que je puisse m'excuser convenablement auprès de ses précieux favoris, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai prononcé le seul mot qui allait tout changer, d'accord. Grandir en tant que fille de Robert signifiait comprendre ma place dans la hiérarchie familiale dès mon plus jeune âge. Amanda, de 3 ans ma cadette, a toujours été la petite princesse à son papa, incapable de mal faire. Alors que je passais mon adolescence à travailler à temps partiel et à obtenir des bourses pour l'université, Amanda, elle, a traversé le lycée en s'attendant à ce que tout lui soit servi sur un plateau d'argent. Après le décès de notre mère quand j'avais 22 ans, je suis devenu le pilier financier non officiel de la famille. Mon poste de coordinatrice marketing dans une agence de publicité de taille moyenne, au centre-ville de Phoenix, me procurait un revenu stable, qui est devenu, d'une manière ou d'une autre, le filet de sécurité de tout le monde. Quand Amanda a eu besoin d'argent pour ses frais de scolarité en communication, j'ai contribué à hauteur de $8 000. Quand elle a voulu un mariage somptueux avec son petit ami du lycée, Jake, j'ai aidé à payer les frais de la réception. Après leur divorce 2 ans plus tard, la laissant avec le bébé Tyler et des montagnes de dettes, c'est moi qui suis intervenu pour aider avec les cautions de loyer et les fournitures pour bébé. Amanda était passée maître dans l'art de jouer la victime, sans jamais assumer la responsabilité de ses choix. 3 emplois différents en 5 ans, chacun se terminant parce qu'elle arrivait en retard, se disputait constamment avec ses supérieurs, ou cessait simplement de venir quand le travail devenait difficile. Son goût pour les vêtements, sacs à main et appareils électroniques de luxe ne semblait jamais correspondre à son historique d'emploi sporadique, mais d'une manière ou d'une autre, elle parvenait toujours à maintenir son style de vie. Actuellement, elle vivait sans payer de loyer dans la maison de 4 chambres de papa à Scottsdale, avec Tyler, prétendant qu'elle avait besoin de temps pour se remettre sur pied après avoir perdu son dernier emploi dans un cabinet dentaire. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce licenciement, mais elle ne montrait aucun signe de recherche active d'emploi. Au lieu de cela, elle passait ses journées à faire du shopping dans des centres commerciaux haut de gamme, à se faire les ongles, et à publier des photos soigneusement sélectionnées sur les réseaux sociaux, qui peignaient le portrait d'une mère célibataire qui réussit. L'incident de la fête d'anniversaire couvait depuis des semaines. Amanda a annoncé qu'elle voulait célébrer son 32e anniversaire avec une réunion intime chez papa, suggérant que je m'occupe du traiteur pendant qu'elle se concentrait sur les décorations et la coordination des invités. J'ai accepté, dépensant $400 en amuse-gueule gourmand, un gâteau personnalisé de sa pâtisserie préférée, et une sélection de vins de qualité. Tout semblait parfait, jusqu'à ce qu'Amanda décide de faire son annonce pendant l'ouverture des cadeaux. Debout au centre du salon, avec Tyler à ses côtés, elle a déclaré de manière théâtrale qu'elle avait une merveilleuse nouvelle concernant l'éducation de Tyler, il avait été accepté dans une prestigieuse académie privée, avec des frais de scolarité annuels de $15 000. La pièce est devenue silencieuse alors que les invités digéraient cette information. Puis, Amanda a lâché sa bombe soigneusement préparée. Bien sûr, Kendra aidera avec les frais de scolarité, puisqu'elle a toujours été si généreuse avec le soutien familial. Malheureusement, elle a hésité à s'engager, ce qui montre à quel point elle peut être égoïste quand ça compte vraiment. L'accusation m'a frappé comme un coup physique. 20 pères Dieu se sont tournés vers moi, attendant ma réponse à cette manipulation publique. J'ai senti mes joues brûler, alors que je luttais pour garder mon calme devant des amis de la famille et des parents qui n'avaient aucun contexte sur l'irresponsabilité financière d'Amanda. Je pense qu'il y a peut-être une confusion, ai-je répondu prudemment, en gardant une voix stable. C'est la première fois que quelqu'un me parle directement des besoins de scolarité de Tyler. J'aurais besoin d'en savoir plus sur la planification financière de la famille avant de prendre des engagements. L'expression d'Amanda est passée instantanément de confiante à blessée. Sa lèvre inférieure a commencé à trembler alors qu'elle serrait Tyler contre elle. Je ne peux pas croire que tu sois si froide à propos de l'avenir éducatif de ton propre neveu. Je pensais que la famille signifiait quelque chose pour toi. Tyler, clairement briefé pour ce moment, a fondu en larmes et a couru vers le fauteuil de papa. Papy, pourquoi tante Kendra ne veut pas que j'aille à la bonne école? Ai-je fait quelque chose de mal?
L'atmosphère de la pièce est devenue insupportablement tendue alors que les invités assistaient à ce drame familial fabriqué de toutes pièces. Papa a immédiatement pris Tyler dans ses bras, me lançant un regard désapprobateur qui en disait long sur ses loyautés. « Allons, allons, mon grand », a apaisé papa en me fusillant du regard. Ta tante Kendra a juste besoin d'un peu de temps pour réfléchir à ce qui est vraiment important dans la vie. La famille devrait toujours passer en premier, n'est-ce pas? La critique implicite m'a piqué plus que l'embuscade publique d'Amanda. J'avais passé toute la journée et des centaines de dollars à créer une belle célébration pour ma sœur, pour être ensuite dépeinte comme le membre égoïste de la famille, pour ne pas avoir accepté instantanément de payer 15 000 $ par an pour une décision prise sans ma participation. Après le départ des invités et que Tyler fut installé devant la télévision, papa m'a coincé dans la cuisine. Son visage buriné montrait de la déception et de la frustration, alors qu'il entamait ce qui allait devenir la conversation la plus dévastatrice de notre relation. « Kendra, je suis vraiment déçu de la façon dont tu t'es comportée ce soir. Amanda se bat pour offrir les meilleures opportunités à Tyler, et ta réponse a été froide et peu solidaire. Ce petit garçon t'admire, et tu l'as pratiquement rejeté devant tout le monde. » J'ai tenté d'expliquer calmement mon point de vue. « Papa, je ne rejetais pas Tyler. J'ai été surprise d'être mise devant le fait accompli, concernant un engagement financier majeur dont personne ne m'avait parlé en privé auparavant. 15 000 $, c'est une somme d'argent importante qui nécessite une planification minutieuse. Mais papa n'était pas intéressé à entendre mon raisonnement. Dans son esprit, Amanda était la mère célibataire en difficulté qui méritait un soutien familial inconditionnel, tandis que j'étais la femme de carrière qui réussit et qui devrait être reconnaissante d'avoir l'occasion d'aider. La conversation a rapidement dégénéré, alors qu'il m'accusait d'être jalouse de la relation d'Amanda avec Tyler, et d'être contrarié de ne pas être le centre de l'attention. En rentrant chez moi ce soir-là, l'épuisement et les sentiments blessés m'ont poussé à examiner mes récents relevés bancaires et de cartes de crédit plus attentivement que d'habitude. Quelque chose me tracassait depuis des semaines, à propos de débits non autorisés apparaissant sur mes comptes de petites sommes qui, individuellement, semblaient insignifiantes, mais qui, collectivement, s'additionnaient à des totaux inquiétants. En étalant les relevés sur ma table de salle à manger, un schéma troublant est apparu, des débits dans des magasins où je n'allais jamais, des restaurants dans des quartiers que je fréquentais rarement, et des achats en ligne pour des articles que je n'avais jamais commandés. Les montants étaient astucieux, restant en dessous de 50 $ par transaction pour éviter de déclencher des alertes de fraude, mais la fréquence augmentait. Mon cœur s'est emballé alors que je calculais le total des dépenses non autorisées des 6 derniers mois, près de 4 000 $. Quelqu'un me volait systématiquement, et le moment coïncidait parfaitement avec la période de chômage d'Amanda. Puis je me suis souvenu avoir donné à Amanda les informations de ma carte de crédit, il y a 6 mois, lorsque Tyler avait eu besoin de soins médicaux d'urgence pendant que j'étais en voyage pour le travail. Elle avait promis de ne l'utiliser que pour sa visite chez le médecin et les médicaments prescrits, mais je n'avais jamais changé le numéro de carte par la suite, faisant confiance au fait qu'elle supprimerait les informations une fois l'urgence passée. La prise de conscience m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Ma propre sœur me volait, alors que je continuais de soutenir financièrement la famille par d'autres moyens. Chaque dîner que j'avais payé pour les réunions de famille, chaque cadeau que j'avais offert à Tyler, chaque fois que j'avais couvert des dépenses sans qu'on me le demande, Amanda avait récompensé ma générosité en vidant secrètement mes comptes. Mais la pire découverte était encore à venir. Caché dans mon sac à main, que j'avais laissé dans la cuisine de papa pendant le nettoyage de la fête, j'ai trouvé un morceau de papier froissé avec mon numéro de sécurité sociale, mes informations bancaires et les détails de ma carte de crédit, écrits de l'écriture distinctive d'Amanda. Elle préparait quelque chose de bien plus grand qu'un simple petit vol à l'étalage. Le lundi matin a apporté une nouvelle perspective, alors que j'étais assise dans mon cubicule de bureau, documentant méthodiquement chaque débit suspect, tout en conservant mon attitude professionnelle habituelle. Mes collègues discutaient de leurs activités du week-end, ignorant que j'étais en train de monter un dossier contre un membre de ma propre famille. L'ironie ne m'a pas échappé, je me sentais plus en sécurité et plus soutenu au travail que lors des réunions de famille. J'ai pris rendez-vous avec le service de fraude de ma banque et les sociétés de cartes de crédit, expliquant soigneusement la situation sans révéler initialement l'identité de l'auteur. Les représentants du service clientèle ont été compréhensifs et serviables, me guidant à travers le processus de contestation et m'expliquant mes droits en tant que victime de vol d'identité. Ils m'ont recommandé de déposer une plainte à la police et ont suggéré de mettre immédiatement des alertes de fraude sur mes rapports de crédit. Les preuves étaient accablantes, une fois que j'ai eu des conseils professionnels pour identifier les schémas.
Amanda avait utilisé les informations de ma carte pour tout, des courses à l'épicerie aux achats de vêtements en ligne, effectuant souvent des transactions pendant que j'étais au travail et que je ne pouvais pas surveiller mes comptes en temps réel. La sophistication de son stratagème a même impressionné le spécialiste de la fraude bancaire, qui a noté que le fait de rester en dessous de $50 par transaction montrait une planification minutieuse, pour éviter les déclencheurs de sécurité automatiques. Ce qui m'a le plus troublé, c'est de découvrir qu'Amanda avait tenté d'utiliser mes informations pour des achats plus importants, qui avaient été refusés en raison de limites de crédit insuffisantes. Des demandes de cartes de crédit de magasins à mon nom avaient été soumises et rejetées, mais chaque demande créait une enquête approfondie sur mon rapport de crédit, qui abaissait ma cote de crédit. Elle avait systématiquement nui à ma réputation financière tout en s'enrichissant. Pendant ma pause déjeuner, j'ai appelé mon amie avocate, Sarah Martinez, spécialisée en criminalité en col blanc. Sa réaction à mon histoire a été immédiate et inquiète. Kendra, ce que tu décris n'est pas juste un drame familial. C'est une fraude financière grave qui pourrait avoir des conséquences à long terme sur ton crédit et ta sécurité financière. Tu dois agir rapidement avant qu'elle ne passe à un vol plus important. Sarah a expliqué que le vol d'identité entre membres de la famille était plus courant qu'on ne le pense, souvent non signalé parce que les victimes se sentent coupables de porter plainte contre des parents. Cependant, les conséquences juridiques étaient identiques, indépendamment des liens familiaux, et la manipulation émotionnelle rendait souvent les auteurs familiaux plus dangereux que des étrangers. Alors que je digérais cette réalité juridique, mon téléphone a sonné avec un autre appel culpabilisant de papa. Sa voix portait le même ton déçu que lors de la confrontation de la fête d'anniversaire, mais maintenant, il intensifiait ses tactiques de manipulation émotionnelle. Kendra, Amanda pleure depuis ce matin à cause de la façon dont tu as rejeté Tyler à la fête. Ce petit garçon m'a demandé pourquoi sa tante ne l'aimait plus. Comment suis-je censé expliquer que sa tante qui réussit ne veut pas aider à payer son éducation parce qu'elle est trop égoïste? J'ai écouté cette diffamation tout en regardant les preuves du vol d'Amanda étalées sur mon bureau. La dissonance cognitive était stupéfiante, d'entendre papa défendre la fille qui me volait activement, tout en me critiquant de ne pas vouloir lui donner encore plus d'argent. Papa, je n'ai jamais dit que je n'aiderais pas Tyler. J'ai dit que j'avais besoin de plus d'informations sur la planification financière avant de prendre des engagements. Il y a une différence entre être réfléchi et être égoïste. Mais papa avait déjà pris sa décision sur la situation. Tu sais ce que je pense? Je pense que tu es jalouse qu'Amanda et Tyler et que tu n'aies pas d'enfant. Tu ressens du ressentiment pour son bonheur, et tu le fais payer à un enfant innocent. L'accusation était si loin de la réalité que j'ai failli rire. Je n'avais jamais voulu d'enfant à ce stade de ma vie, me concentrant plutôt sur la construction de ma carrière et de ma stabilité financière. Si quoi que ce soit, j'avais été trop généreuse en soutenant les besoins de Tyler tout au long de ces 7 années, des cadeaux d'anniversaire aux fournitures scolaires, en passant par les frais médicaux. Après avoir mis fin à cette conversation douloureuse, j'ai reçu une série de messages vocaux de plus en plus désespérés d'Amanda elle-même. Son ton changeait radicalement d'un message à l'autre, passant par différentes stratégies de manipulation émotionnelle pour en trouver une qui pourrait fonctionner. Le premier message était larmoyant et apologétique. Kendra, je suis tellement désolé de la façon dont les choses se sont passées à la fête. J'étais juste excité par l'opportunité de Tyler, et je pensais que tu serais heureuse pour nous. S'il te plaît, rappelle-moi pour qu'on puisse en parler correctement. Le deuxième message était en colère et accusateur. Je ne peux pas croire que tu sois prête à blesser Tyler parce que tu es en colère contre moi. C'est juste un enfant qui veut aller dans une bonne école. Comment peux-tu vivre avec toi-même en sachant que tu pourrais aider, mais que tu choisis de ne pas le faire? Le troisième message était manipulateur et menaçant. Papa est vraiment contrarié par ton comportement à la fête. Il parle de la déception de maman si elle pouvait voir à quel point tu es devenu égoïste. Tu détruis cette famille pour de l'argent. Chaque message me mettait de plus en plus en colère, alors que je réalisais à quel point la campagne d'Amanda était calculée. Elle utilisait toutes les armes émotionnelles de son arsenal, de la culpabilité concernant Tyler à l'invocation de la mémoire de notre mère décédée, en passant par la menace des relations familiales. La sophistication de sa manipulation correspondait à la sophistication de son vol financier. Ce soir-là, j'ai découvert qu'Amanda avait intensifié sa campagne au-delà de la simple pression familiale. Ma superviseure, Jennifer, m'a appelé à la maison avec une nouvelle inquiétante, concernant une conversation qu'elle avait eue cet après-midi-là. Kendra, j'ai reçu un appel inhabituel aujourd'hui, de quelqu'un prétendant être ta sœur.
Elle a exprimé son inquiétude quant à ta santé mentale et a suggéré que tu pourrais traverser une sorte de dépression. Elle a mentionné un comportement erratique et un stress financier qui pourraient affecter tes performances au travail. Mon sang s'est glacé en réalisant qu'Amanda s'attaquait maintenant à ma réputation professionnelle. Jennifer, je peux vous assurer que je n'ai aucun problème de santé mentale. Cela semble être lié à un conflit familial que je gère en privé. Le ton de Jennifer était compréhensif mais prudent. Je vous crois, mais je voulais que vous soyez au courant de l'appel, au cas où il y aurait d'autres contacts. Elle semblait très inquiète et a mentionné des détails spécifiques sur votre comportement, qui donnaient l'impression qu'elle avait des raisons légitimes de s'inquiéter. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans mon salon, essayant de digérer la nature croissante des attaques d'Amanda. Elle ne se contentait pas de voler mon argent et de manipuler les relations familiales. Maintenant, elle tentait de saboter ma carrière en semant le doute sur ma stabilité mentale auprès de mon employeur. Le lendemain matin a apporté des découvertes encore plus troublantes. J'ai trouvé une alerte de surveillance de crédit dans mon email, indiquant que quelqu'un avait tenté d'ouvrir une nouvelle ligne de crédit en utilisant mon numéro de sécurité sociale et mes informations personnelles. La demande avait été soumise en ligne, depuis une adresse IP à Scottsdale, où vivaient papa et Amanda. Lorsque j'ai appelé la société de crédit pour enquêter, ils ont fourni des détails qui ont confirmé mes pires craintes. La demande comprenait des informations sur l'emploi, prétendant que je travaillais dans une entreprise fictive avec un salaire gonflé, des informations bancaires d'un compte que je n'avais jamais ouvert, et un numéro de téléphone qui remontait au portable d'Amanda. Ce n'était plus du simple vol occasionnel. Amanda tentait de commettre une fraude financière majeure en utilisant mon identité, me laissant potentiellement responsable de milliers de dollars de dettes que je n'avais jamais contractées. La prise de conscience que ma propre sœur était prête à détruire mon avenir financier pour son gain personnel était dévastatrice. Mais le coup de grâce est venu lorsque j'ai consulté la page Facebook de ma grand-mère et que j'ai vu une publication troublante sur des difficultés financières inattendues. Grand-mère Rose, notre grand-mère maternelle de 84 ans, avait écrit un message confus, demandant conseil aux membres de la famille au sujet de débits sur carte de crédit dont elle ne se souvenait pas. Mes mains tremblaient en appelant directement grand-mère Rose. Sa voix était tremblante et embarrassée alors qu'elle expliquait que quelqu'un avait utilisé ses cartes de crédit pour des achats qu'elle ne comprenait pas. Les montants étaient similaires à ce qu'Amanda m'avait volé, et le moment coïncidait avec les récentes visites d'Amanda pour aider grand-mère Rose avec les courses et les tâches ménagères. Je ne comprends pas comment cela a pu arriver, ma chérie. Amanda a été si serviable dernièrement, me conduisant à des rendez-vous et m'aidant à organiser mes finances. Mais maintenant, il y a tous ces débits pour des choses que je n'ai jamais achetées. La méchanceté pure des actions d'Amanda m'a frappé de plein fouet. Elle ne me volait pas seulement moi, sa sœur financièrement stable qui pouvait absorber les pertes. Elle volait notre grand-mère âgée, avec un revenu fixe, quelqu'un qui lui faisait entièrement confiance et qui n'avait aucune ressource pour se remettre d'un vol financier. Cette nuit-là, j'ai pris la décision qui allait tout changer. Je n'allais pas m'excuser auprès d'Amanda ni supplier le pardon de papa. Je n'allais plus tolérer cette dynamique familiale toxique en étant la responsable qui absorbait les abus pour le bien de la paix. Au lieu de cela, j'allais disparaître complètement de leur vie, et les laisser faire face aux conséquences de leurs choix sans mon filet de sécurité financier pour les rattraper. Le mardi matin a marqué le début de mon extraction systématique de la toile familiale toxique, qui avait lentement étranglé mon indépendance et mon respect de soi pendant des années. Mon premier arrêt a été le poste de police local, où j'ai déposé des plaintes officielles pour vol d'identité, fraude à la carte de crédit et abus sur personnes âgées, sur la base du vol d'Amanda à l'encontre de grand-mère Rose. La détective Maria Santos a écouté attentivement, pendant que je présentais mes preuves méticuleusement organisées. La documentation l'a impressionnée, en particulier l'analyse des schémas montrant une escalade du vol dans le temps, et l'extension à d'autres victimes au sein de la même famille. Ce niveau d'organisation suggère quelqu'un qui a planifié et exécuté des crimes financiers avec une confiance croissante, a expliqué la détective Santos. Le fait qu'elle cible des membres âgés de la famille rend cela particulièrement grave. L'abus financier sur personnes âgées entraîne des peines plus lourdes en Arizona. Déposer les plaintes à la police, c'était comme franchir un pont que je ne pourrais jamais retraverser, mais le soulagement a été immédiat. Pour la première fois depuis des mois, je ne portais plus seul le poids des crimes d'Amanda. Des professionnels des forces de l'ordre prenaient la situation au sérieux et me traitaient comme une victime, plutôt que comme un membre de la famille égoïste. Mon arrêt suivant a été la First National Bank, où j'ai rencontré le directeur de l'agence, David Kim, pour fermer mes comptes existants et en ouvrir de nouveaux,
avec des fonctionnalités de sécurité renforcées. Le processus a pris 3 heures, pendant lesquelles nous avons examiné chaque transaction, contesté les débits frauduleux, et établi des protocoles pour empêcher tout accès non autorisé à l'avenir. Je vous recommande d'ouvrir des comptes dans une institution bancaire complètement différente, a conseillé David. Si l'auteur a observé vos habitudes bancaires, il pourrait connaître des détails sur vos comptes actuels qui pourraient l'aider à contourner les mesures de sécurité. Suivant son conseil, j'ai traversé la ville pour me rendre à la Desert Community Credit Union, et j'ai ouvert de nouveaux comptes chèques et d'épargne, avec des numéros de compte, des codes PIN et des questions de sécurité différents. J'ai également demandé une nouvelle carte de débit et des cartes de crédit de sociétés différentes, m'assurant que les informations volées par Amanda deviendraient complètement inutiles. La compagnie de téléphone a été ma destination suivante, où j'ai changé mon numéro de téléphone portable et ajouté des fonctionnalités de sécurité supplémentaires pour empêcher tout accès non autorisé à mon compte. J'ai gardé mon ancien numéro actif un jour de plus, pour recevoir les appels importants, mais j'ai prévu de le déconnecter définitivement d'ici jeudi. Cet après-midi-là, j'ai rencontré le gérant de mon complexe d'appartements pour discuter de la rupture de mon bail, 3 mois avant son terme. Les pénalités étaient importantes, mais j'avais décidé de déménager dans un autre quartier de Phoenix, où Amanda et papa ne pourraient pas me trouver facilement. J'avais besoin de distance physique pour maintenir les limites émotionnelles que j'établissais. Sarah Martinez m'a aidé à naviguer dans les complexités juridiques des cas de vol d'identité impliquant des membres de la famille. Elle a expliqué qu'Amanda ferait probablement face à plusieurs accusations criminelles si les preuves soutenaient les poursuites, mais a averti que la pression familiale pour retirer les plaintes serait intense. La chose la plus importante est de vous protéger de tout préjudice supplémentaire, a souligné Sarah. Votre sœur a montré qu'elle est prête à intensifier son comportement criminel, vous devez donc supposer qu'elle continuera à vous cibler, à moins d'en être légalement empêché. J'ai demandé un congé temporaire à mon travail, expliquant à Jennifer que je faisais face à une affaire juridique familiale grave qui nécessitait toute mon attention. Elle a immédiatement approuvé la demande et m'a assuré que mon poste serait protégé pendant l'enquête. Pendant ce temps, Amanda et papa commençaient à réaliser que quelque chose avait changé. Mon téléphone sonnait constamment, avec des appels de l'un et de l'autre, mais je laissais tout aller sur la messagerie vocale, pendant que je me concentrais sur la sécurisation de mon avenir. Les messages sont devenus de plus en plus frénétiques, à mesure qu'ils sentaient leur accès à mes ressources financières leur échapper. Les messages vocaux de papa étaient déconcertés et exigeants, « Kendra, tu dois me rappeler immédiatement. » Ce traitement silencieux est ridicule, et ça fait du mal à Tyler. Quel que soit le problème entre toi et Amanda, ça peut se régler si tu te comportes en adulte. Les messages d'Amanda passaient par des tactiques de manipulation, avec une désespérance croissante. Kendra, je ne sais pas pourquoi tu es si dramatique à propos de tout. On est une famille, et la famille se pardonne. Tyler n'arrête pas de demander où est tante Kendra, et je ne sais pas quoi lui dire. Le mercredi soir, j'avais systématiquement démantelé toutes les connexions qui permettaient à Amanda d'accéder à ma vie, nouveau compte bancaire, nouveau numéro de téléphone, nouvelle adresse, nouvelle carte de crédit, et des alertes de fraude sur tous mes comptes financiers. J'avais l'impression d'assister à ma propre renaissance, en reprenant le contrôle de mes ressources et de mon avenir. Le déménagement physique a été cathartique. En emballant mes affaires dans des cartons, j'emballais littéralement et figurativement la version de moi-même qui avait accepté l'exploitation financière comme le prix de l'harmonie familiale. Chaque objet que j'emballais représentait un pas de plus vers l'indépendance vis-à-vis des relations toxiques. Mon nouvel appartement était un 2 pièces à Tampa, à 24 km de la maison de papa et près de mon bureau. Le complexe disposait d'excellentes mesures de sécurité, notamment un accès par portail, des caméras de sécurité et une politique exigeant une pièce d'identité pour tous les visiteurs. Je m'y sentais plus en sécurité que je ne l'avais été depuis des années. Le jeudi a apporté les premières vraies conséquences, alors que les informations de cartes de crédit volées par Amanda ont cessé de fonctionner. J'ai surveillé mes anciens comptes à distance et j'ai vu plusieurs tentatives de transactions refusées tout au long de la journée. Elle a essayé plusieurs fois d'accéder à des fonds qui n'étaient plus disponibles, pensant probablement que les cartes avaient des problèmes techniques temporaires. Le vendredi, la réalité commençait à s'imposer pour Amanda et papa. Sans mes subventions financières cachées, leur budget familial est immédiatement devenu ingérable. Les cartes de crédit qu'Amanda avait utilisées pour les courses, l'essence et les loisirs étaient sans valeur. Le fonds d'urgence auquel elle pensait pouvoir accéder pour les dépenses scolaires de Tyler avait disparu.
Le filet de sécurité qui avait permis son style de vie irresponsable pendant des années avait tout simplement disparu. Papa a appelé mon ancien numéro des dizaines de fois, laissant des messages vocaux de plus en plus furieux, à mesure qu'il réalisait que je ne répondais pas. Son ton est passé de celui d'un père déçu à celui d'un dépendant désespéré, alors qu'il commençait à comprendre à quel point la stabilité financière de leur famille reposait sur mon soutien non reconnu. Kendra, ça devient ridicule. Les cartes d'Amanda ne fonctionnent pas, et je ne peux pas couvrir toutes ces dépenses avec ma pension. Tyler demande pourquoi tante Kendra a disparu, et je ne sais pas quoi lui dire. S'il te plaît, rappelle-moi. L'arrogance dans sa voix était stupéfiante. Même face à la preuve qu'Amanda avait volé, sa principale préoccupation était de maintenir leur accès à mes ressources, plutôt que de s'attaquer à son comportement criminel. Amanda a laissé un message vocal particulièrement révélateur ce vendredi soir-là. Kendra, je sais que tu as changé tes comptes bancaires et tes cartes parce que tu es en colère à propos de la fête. C'est vraiment immature, et ça fait du mal à Tyler. Tu ne peux pas simplement couper les ponts avec ta famille parce qu'on a eu un désaccord. Rappelle-moi pour qu'on arrange ça. Son rejet désinvolte du vol d'identité comme un désaccord montrait à quel point elle avait complètement rationalisé son comportement criminel. Dans l'esprit d'Amanda, mon argent était de elle, l'argent de famille auquel elle avait tout à fait le droit d'accéder, et mes tentatives de me protéger étaient des réactions excessives et égoïstes à un drame familial mineur. Mais l'appel le plus significatif est venu le samedi matin, de grand-mère Rose, qui avait été contactée par Amanda en quête d'aide financière d'urgence. Sa voix était confuse et inquiète alors qu'elle relatait la conversation. Amanda est passée hier, me demandant si elle pouvait emprunter $5 000, parce que tu avais gelé son accès aux comptes familiaux pendant une sorte de dispute. Elle a dit que Tyler avait besoin de soins médicaux qui ne pouvaient pas attendre. Mais ensuite, elle n'a pas pu expliquer de quel type de traitement il s'agissait ni quel médecin, et elle s'est fâchée quand j'ai posé des questions. Cela confirmait qu'Amanda cherchait maintenant désespérément d'autres sources de financement, alors que son pipeline de crédit volé se tarissait. Elle était même prête à manipuler notre grand-mère âgée avec des mensonges sur la santé de Tyler pour obtenir des fonds d'urgence. Grand-mère Rose, Amanda nous a volé de l'argent à toutes les deux, en utilisant des informations de cartes de crédit qu'elle a obtenues illégalement. J'ai déposé des plaintes à la police cette semaine, et tu devrais appeler la détective Santos pour signaler également ces tentatives de te frauder. La conversation a été difficile, mais grand-mère Rose méritait de comprendre le danger auquel elle était confrontée, face à la désespérance croissante d'Amanda. Le dimanche soir, elle avait appelé la police et avait ajouté son propre rapport d'abus sur personne âgée aux problèmes juridiques croissants d'Amanda. Ce week-end-là, j'ai également découvert qu'Amanda vendait des objets de la maison de papa sur des plateformes de marché en ligne, prétendant que j'avais abandonné des effets personnels en déménageant. Des héritages familiaux qui m'appartenaient, y compris la collection de bijoux de notre mère qui m'avait été spécifiquement laissée dans son testament, étaient mis en vente avec des histoires fabriquées sur le besoin d'argent rapide pour des urgences familiales. La violation m'a semblé encore plus personnelle que le vol financier. Amanda vendait littéralement des morceaux de la mémoire de notre mère pour financer sa dépendance au shopping et aux jeux, que je commençais seulement à comprendre. Le lundi a apporté la première vague de conséquences, alors que le monde d'Amanda a commencé à s'effondrer sans accès à mes fonds volés. J'ai surveillé la situation attentivement depuis mon nouvel appartement, observant, via les réseaux sociaux et les contacts familiaux communs, comment sa façade soigneusement construite s'effritait sous la pression financière. Son premier geste désespéré a été de tenter de falsifier ma signature sur des bordereaux de retrait, pour des comptes bancaires qui avaient déjà été fermés. Les caméras de sécurité de la banque l'ont filmé essayant à plusieurs reprises d'accéder à des fonds qui n'existaient plus, devenant de plus en plus agité avec les caissiers qui ne pouvaient pas l'aider à accéder à des comptes à mon nom. La sécurité de la banque a contacté la détective Santos au sujet de la tentative de fraude, ajoutant une autre charge au problème juridique croissant d'Amanda. Les images de surveillance la montraient clairement présentant des documents d'identité avec mes informations, tout en étant de toute évidence une personne différente, créant une preuve indéniable de vol d'identité. Le mardi, Amanda passait des appels frénétiques à des parents éloignés et à des amis de la famille, inventant des histoires élaborées sur ma prétendue dépression nerveuse et son besoin urgent d'aide financière. Elle prétendait que j'étais devenue paranoïaque et vindicative, gelant les comptes familiaux pendant une crise psychologique qui nécessitait une intervention professionnelle. L'oncle Mike, le frère de papa à Tucson, m'a appelé directement après avoir reçu l'un des appels de sollicitation d'Amanda. Sa voix était inquiète mais sceptique alors qu'il relatait son histoire. Amanda a appelé pour $3 000,
prétendant que tu avais une sorte de dépression et que tu avais coupé tout soutien financier familial. Elle a dit que Tyler avait besoin de soins médicaux d'urgence, mais qu'elle ne pouvait pas accéder aux fonds d'urgence familiaux à cause de ton état mental. Tout ça me semblait louche, alors je voulais avoir ta version. J'ai expliqué la situation réelle à l'oncle Mike, partageant des détails sur le vol d'identité et ma décision de me protéger légalement et financièrement. Sa réaction a été une colère immédiate face à la manipulation d'Amanda et un embarras d'avoir été la cible de son arnaque. Cette petite sorcière manipulatrice a essayé de m'escroquer de 3000 $ avec de fausses histoires sur ta santé mentale. J'appelle tout le monde dans la famille pour les avertir de ces mensonges. Les appels d'avertissement de l'oncle Mike ont créé un effet d'entraînement dans notre réseau familial élargi. Les cousins, les tantes et les amis de la famille ont commencé à comparer leurs notes sur les récentes sollicitations financières d'Amanda et à découvrir le schéma de mensonges élaborés qu'elle avait raconté pour obtenir des fonds. Pendant ce temps, papa luttait avec la réalité de subvenir aux besoins d'Amanda et de Tyler sans mes subventions cachées. Les factures qui avaient été mystérieusement gérables sont soudainement devenues écrasantes, à mesure qu'ils réalisaient à quel point les dépenses de leur ménage avaient été couvertes par mes fonds volés. Ces factures d'épicerie ont doublé lorsqu'Amanda n'a plus pu utiliser mes cartes de crédit pour faire les courses. Les paiements des services publics, qui avaient été automatiquement débités de mes comptes, nécessitaient maintenant de l'argent de sa pension de retraite. Les activités extrascolaires et les dépenses de loisirs de Tyler, précédemment financées par mon vol, sont devenues impossibles à maintenir. Le mercredi, papa laissait des messages vocaux de plus en plus désespérés sur mon ancien numéro, que je surveillais mais auquel je ne répondais pas. Son ton est passé de demandes furieuses à des supplications, alors qu'il commençait à comprendre la véritable ampleur de leur dépendance financière. Kendra, je sais que tu es contrariée par quelque chose, mais on doit parler. Les cartes d'Amanda ne fonctionnent pas, et je ne peux pas couvrir toutes ces dépenses avec ma pension. Tyler demande pourquoi tante Kendra a disparu, et je ne sais pas quoi lui dire. S'il te plaît, rappelle-moi. L'enquête s'étendait, alors que la détective Santos découvrait d'autres victimes, au-delà de grand-mère Rose et moi-même. Amanda avait utilisé des variantes de son stratagème de vol d'identité contre d'autres membres de la famille et des connaissances, restant toujours sous le radar avec de petites sommes et un timing soigné. L'école de Tyler a contacté Amanda au sujet des frais de scolarité en retard pour son académie privée actuelle, menaçant de le désinscrire si le compte n'était pas réglé dans les 10 jours. L'école prestigieuse à 15 000 $ qu'elle avait annoncée à son anniversaire n'acceptait même pas de nouvelles candidatures, faisant de toute son annonce une tactique de manipulation fabriquée. La présence d'Amanda sur les réseaux sociaux a commencé à refléter sa désespérance croissante. Les publications sur des revers financiers temporaires et les demandes de prière pendant des moments difficiles ont remplacé ses vantardises habituelles sur son style de vie. L'image soigneusement cultivée de la mère célibataire qui réussit se fissurait sous la pression de la responsabilité financière réelle. Ses quelques amis restants ont commencé à prendre leur distance, alors que la nouvelle des accusations de vol d'identité se répandait. Les parents de l'école de Tyler ont entendu parler de l'enquête par le biais des réseaux de commérage de la communauté, créant un isolement social qui aggravait les problèmes pratiques d'Amanda. Le jeudi a apporté un développement particulièrement troublant, lorsque l'enseignante de Tyler a appelé les services de protection de l'enfance, exprimant son inquiétude quant au changement dans son comportement et son bien-être. Il était devenu renfermé et anxieux, racontant des histoires des urgences familiales et de tante Kendra malade, qui ne correspondaient pas aux informations que l'école avait dans ses dossiers. L'assistante sociale Jennifer Adams m'a contacté dans le cadre de leur enquête sur le bien-être de Tyler. Ses questions étaient prudentes et professionnelles, alors qu'elle essayait de comprendre la dynamique familiale affectant la stabilité de Tyler. Tyler a raconté des histoires inquiétantes à l'école, sur des problèmes financiers familiaux et des adultes qui se disputent à propos d'argent. Son enseignante a remarqué qu'il semble répéter des explications qui sonnent apprises par cœur, plutôt que naturelles pour un enfant de 7 ans. J'ai expliqué la situation honnêtement, en soulignant mon inquiétude pour le bien-être de Tyler, tout en maintenant des limites appropriées concernant l'enquête criminelle en cours. Jennifer Adams semblait soulagée d'obtenir des informations précises, après des jours d'histoires contradictoires de la part d'Amanda et de papa. Il semble que Tyler soit utilisé comme un outil de manipulation émotionnelle dans des conflits d'adultes qu'il ne peut pas comprendre. Nous allons suivre la situation de près pour garantir sa sécurité et sa stabilité. Le vendredi, la dépendance au jeu d'Amanda était enfin exposée, alors que les créanciers et les agences de recouvrement commençaient à contacter la maison de papa. J'ai appris par l'oncle Mike qu'Amanda devait des sommes importantes à plusieurs casinos de la région de Phoenix,
ce qui expliquait où une grande partie des fonds volés étaient réellement allés. Le style de vie prestigieux qu'elle avait maintenu était entièrement financé par le vol et des gains de jeu qui ne pouvaient pas soutenir ses dettes croissantes. Sans accès à mes cartes de crédit, son château de cartes s'effondrait rapidement, révélant la véritable ampleur de son irresponsabilité financière. Papa a appelé ma vieille messagerie vocale avec le message le plus désespéré à ce jour, sa voix se brisant alors qu'il commençait enfin à saisir la gravité des problèmes d'Amanda. Kendra, des gens appellent ici pour réclamer de l'argent à Amanda que je n'ai pas. Elle doit des milliers de dollars à des endroits dont je n'ai jamais entendu parler. J'ai besoin d'aide pour comprendre ce qui se passe, parce que plus rien n'a de sens. Ce week-end-là, j'ai reçu un appel de grand-mère Rose avec des nouvelles dévastatrices. Amanda avait tenté d'accéder au coffre-fort de grand-mère Rose en utilisant des documents d'autorisation falsifiés, prétendant qu'elle avait besoin de papiers de famille importants pour l'inscription de Tyler à l'école. La banque avait arrêté la tentative de vol et avait appelé la police, mais la violation m'a semblé profondément personnelle. Les documents importants de notre mère, des photos de famille et des bijoux de famille étaient conservés dans ce coffre, représentant les derniers liens tangibles avec notre histoire familiale. Elle a dit à la banque que tu lui avais donné la permission d'accéder à tout, parce que tu étais trop malade pour t'occuper toi-même des responsabilités familiales. Quand ils ont demandé une autorisation écrite, elle s'est fâchée et les a accusés de ne pas se soucier des urgences familiales. La volonté d'Amanda de voler la mémoire de notre mère et de manipuler la confiance de notre grand-mère représentait une limite morale qui ne pouvait être franchie. Elle était passée de crimes financiers désespérés à un terrorisme émotionnel calculé contre les membres les plus vulnérables de la famille. Le dimanche soir a apporté la nouvelle que j'attendais mais que je redoutais. La détective Santos a appelé pour m'informer qu'Amanda avait été arrêtée en train d'essayer d'utiliser une fausse carte d'identité avec mes informations, pour ouvrir un compte bancaire dans une autre institution financière. Elle portait plusieurs pièces d'identité avec vos informations personnelles et avait des notes détaillées sur votre historique d'emploi, vos préférences bancaires et les réponses à vos questions de sécurité. Cela suggère qu'elle prévoyait un vol d'identité à une échelle beaucoup plus grande que la fraude à la carte de crédit. L'arrestation a déclenché une enquête approfondie qui a révélé la véritable ampleur de l'entreprise criminelle d'Amanda. Son appartement a été perquisitionné, révélant des dossiers d'informations personnelles sur plusieurs membres de la famille, des carnets avec des informations bancaires et des détails de crédit, et des preuves de stratagèmes de fraude en cours visant plusieurs victimes. Le lundi matin a apporté des nouvelles qui allaient remodeler notre dynamique familiale de façon permanente. La détective Santos a appelé avec des mises à jour sur l'arrestation d'Amanda et les preuves découvertes lors de la perquisition de ses affaires. L'ampleur de ses activités criminelles était bien plus étendue que quiconque ne l'avait imaginé. Votre sœur dirigeait ce que l'on ne peut décrire que comme un réseau de vol d'identité familiale, a expliqué la détective Santos. Elle avait des dossiers détaillés sur au moins 8 membres de la famille, avec leur numéro de sécurité sociale, leurs informations bancaires, leur rapport de crédit et les détails personnels nécessaires pour se faire passer pour eux financièrement. La découverte incluait les informations de l'oncle Mike, malgré son scepticisme quant à ses récentes demandes de prêt. Elle prévoyait de le cibler ensuite, si ses appels à une aide financière volontaire avaient échoué. Le rapport de crédit et les détails bancaires de la cousine Sarah ont également été trouvés, ainsi que des informations sur l'ensemble du portefeuille financier de grand-mère Rose. Amanda avait été arrêtée en possession d'un faux permis de conduire avec ma photo et ses informations, prévoyant d'ouvrir plusieurs comptes de crédit en utilisant mon historique de crédit établi. La sophistication de son opération de fraude a impressionné même les enquêteurs expérimentés en criminalité financière. Ce n'est pas du vol par désespoir, a poursuivi la détective Santos. C'est une entreprise criminelle organisée, avec une planification à long terme et plusieurs cibles de secours. Elle fait face à de multiples accusations criminelles, notamment vol d'identité, abus sur personnes âgées, fraude à la carte de crédit et complot en vue de commettre des crimes financiers. L'audience de mise en liberté sous caution était prévue pour le mercredi, les procureurs recommandant une caution élevée en raison de la longue liste de victimes et du risque de fuite. Le schéma de manipulation des membres de la famille par Amanda et le ciblage des parents âgés vulnérables montraient qu'elle représentait un danger permanent pour la communauté si elle était libérée. Papa a assisté à l'audience de mise en liberté sous caution, s'accrochant toujours au déni du comportement criminel d'Amanda. Il était assis dans la salle d'audience, l'air confus et vaincu, pendant que les procureurs détaillaient les preuves contre sa précieuse fille. La réalité de son vol et de sa manipulation systématique était enfin présentée objectivement, par des professionnels qui ne pouvaient être ni charmés ni manipulés. Lorsque l'avocat commis d'office d'Amanda a demandé des témoins de moralité,
papa a été la seule personne disposée à parler en sa faveur. Sa déclaration était décousue et défensive, se concentrant sur son rôle de mère de Tyler, plutôt que d'aborder les graves accusations criminelles auxquelles elle faisait face. Amanda est une bonne mère qui a fait des erreurs pendant une période difficile de sa vie. Elle a besoin d'aide, pas de prison. Tyler a besoin que sa mère soit à la maison pour s'occuper de lui. La réponse du procureur a été rapide et dévastatrice. Ils ont présenté des preuves montrant qu'Amanda avait volé dans le fonds d'études de Tyler, utilisé son numéro de sécurité sociale pour demander du crédit, et l'avait manipulé émotionnellement pour soutenir ses mensonges aux enseignants et aux travailleurs sociaux. L'accusé n'a montré aucun remords pour ses crimes et continue d'utiliser son enfant comme un bouclier contre les conséquences de ses actes. Son schéma d'abus financier croissant contre les membres de sa famille fait d'elle un danger pour tous ceux qui l'entourent. Le juge a fixé la caution à $50 000, ce que papa ne pouvait pas se permettre sans liquider ses économies de retraite. Amanda resterait en détention jusqu'au procès, à moins qu'elle ne puisse trouver d'autres sources pour la caution, qui n'impliquent pas de fraude ou de manipulation supplémentaire. Cet après-midi-là, les services sociaux m'ont contacté au sujet du placement de Tyler pendant l'incarcération d'Amanda. Jennifer Adams a expliqué que papa était disposé à prendre la garde, mais qu'il devait s'assurer de la sécurité et du bien-être de Tyler, compte tenu de la dynamique chaotique de la famille. Tyler a été exposé à une manipulation et à un comportement criminel important de la part des adultes. Il est confus au sujet des relations familiales et a été conditionné à répéter des histoires qui ne sont pas vraies. Nous devons lui fournir de la stabilité et des informations honnêtes, adaptées à son âge. J'ai accepté de rencontrer les services sociaux pour discuter des besoins de Tyler, tout en maintenant des limites saines. Mon objectif était d'assurer son bien-être sans encourager les schémas familiaux toxiques qui avaient permis au comportement d'Amanda de dégénérer sans contrôle. La réunion a eu lieu chez papa le vendredi après-midi, constituant mon premier contact direct avec des membres de la famille depuis ma disparition la semaine précédente. Papa avait l'air épuisé et vaincu, vieilli de plusieurs années par le stress de l'arrestation d'Amanda et le chaos financier qu'elle avait laissé derrière elle. Tyler a couru me serrer dans ses bras quand je suis arrivé, son esprit de 7 ans incapable de comprendre les problèmes complexes d'adultes qui nous avaient séparés. Ces questions innocentes sur pourquoi maman était en prison et quand elle rentrerait m'ont brisé le cœur, tout en renforçant ma détermination à le protéger de toute manipulation ultérieure. Tante Kendra, maman a dit que tu étais malade et que tu ne pouvais plus aider notre famille. Mais tu as l'air en pleine forme. Faisais-tu semblant d'être malade parce que tu étais en colère contre maman? La conversation a nécessité une honnêteté délicate sur les problèmes d'adultes, sans accabler Tyler de détails qu'il ne pouvait pas assimiler. Jennifer Adams a aidé à guider notre discussion, s'assurant que Tyler comprenne que les adultes font parfois de mauvais choix qui ont des conséquences, mais que ces conséquences n'étaient pas de sa faute. Papa est resté largement silencieux pendant la réunion, submergé par la honte et la confusion quant à la façon dont il avait complètement mal interprété le comportement d'Amanda. Les preuves de son vol et de sa manipulation systématique étaient indéniables, le forçant à affronter son rôle dans la facilitation de ses crimes, par un aveuglement volontaire et une loyauté mal placée. Après que Tyler soit sorti jouer, papa a tenté ses premières excuses sincères dans notre relation. Ses mots étaient hésitants et douloureux, alors qu'il luttait pour reconnaître l'étendue de son favoritisme et de son mauvais jugement. Kendra, je ne sais pas par où commencer pour m'excuser de ce que je t'ai fait subir. Je pensais que je protégeais Amanda et Tyler, mais je vois maintenant que je l'aidais à blesser les gens à la place. J'ai échoué en tant que père, et j'ai échoué envers Tyler en ne voyant pas quel genre de personne sa mère est vraiment. Les excuses étaient significatives mais insuffisantes pour réparer des années de dommages émotionnels et de trahisons récentes. J'ai expliqué que le pardon serait un long processus, nécessitant des changements de comportement constants plutôt que de simples paroles de regret. Papa, j'apprécie tes excuses, mais reconstruire la confiance demande du temps et la preuve que les choses ont réellement changé. Je suis prête à aider Tyler à traverser cette crise, mais j'ai besoin de limites claires concernant les arrangements financiers familiaux à l'avenir. Nous avons établi un accord formel, sous la supervision des services sociaux. Je contribuerai aux dépenses éducatives et médicales légitimes de Tyler par des paiements directs aux écoles et aux médecins, contournant toute possibilité de manipulation par les adultes. Papa assisterait à des séances de conseil familial pour aborder ses comportements de facilitation et ses schémas de favoritisme. Le procès d'Amanda était prévu 6 semaines plus tard, donnant à notre famille le temps de s'adapter à une nouvelle dynamique sans sa présence manipulatrice. L'oncle Mike et d'autres parents ont commencé à me contacter pour s'excuser d'avoir douté de mes inquiétudes et pour offrir leur soutien pendant le processus judiciaire.
La réaction de la communauté a été extrêmement positive, une fois que les gens ont compris la situation réelle. Les voisins qui avaient été témoins du style de vie d'Amanda se demandaient en privé comment elle pouvait se permettre ces goûts chers sans emploi stable. Son arrestation a fourni des réponses que beaucoup de gens se posaient, mais qu'ils étaient trop polis pour questionner directement. L'école de Tyler a été soulagée de comprendre enfin la source des informations contradictoires et des incohérences financières de la famille. Ils ont travaillé avec les services sociaux pour fournir un soutien psychologique à Tyler et des protocoles de communication clairs pour empêcher toute manipulation future. Le dimanche soir, je me sentais prudemment optimiste quant à la capacité de la famille à guérir de l'influence destructrice d'Amanda. Tyler réagissait bien aux informations honnêtes et adaptées à son âge sur la situation. Papa commençait une thérapie pour aborder ses comportements de facilitation. Le système judiciaire tenait Amanda responsable de ses crimes, sans ingérence familiale. Mais Amanda n'avait pas fini de se battre. Son prochain coup mettrait à l'épreuve l'engagement de chacun à maintenir des limites saines et à protéger le bien-être de Tyler avant toute autre considération. Le désespoir d'Amanda a atteint de nouveaux sommets, alors qu'elle réalisait que le système judiciaire ne se laisserait pas manipuler comme les membres de sa famille l'avaient été pendant des années. Depuis la prison, elle a commencé à orchestrer des stratagèmes de plus en plus désespérés, pour éviter les conséquences et reprendre le contrôle de ses victimes. Sa première stratégie a été de recruter son ancienne compagne de cellule, Maria Gonzalez, pour passer des appels menaçants aux témoins de son affaire. Maria a appelé Grand-mère Rose, se faisant passer pour une agence de recouvrement, exigeant le paiement immédiat des dettes de jeu d'Amanda, sous peine de poursuites judiciaires contre toute la famille. Grand-mère Rose a été terrifiée par l'appel agressif et a immédiatement contacté papa, qui m'a appelé en panique. Lorsque nous avons signalé l'incident à la détective Santos, elle a retracé les appels jusqu'à Maria et a découvert les instructions d'Amanda, écrites sur du papier de contrebande trouvé lors d'une fouille de cellule. Votre sœur fait maintenant face à des accusations supplémentaires pour intimidation de témoins et complot en vue d'entraver la justice, m'a informé la détective Santos. Elle s'enfonce encore plus, au lieu d'accepter la responsabilité de ses crimes initiaux. L'incident a démontré que le temps passé en prison n'avait suscité aucune réflexion ni aucun remords de la part d'Amanda. Au lieu de cela, elle redoublait de tactiques de manipulation et étendait son comportement criminel à l'intimidation de témoins. Sa deuxième stratégie était encore plus troublante. Amanda a convaincu papa d'amener Tyler pour une visite en prison, puis l'a coaché pour qu'il dise aux travailleurs sociaux qu'il voulait de nouveau vivre avec maman, parce que papy et tante Kendra étaient méchants avec lui quand elle n'était pas là. Tyler est revenu de la visite, confus et contrarié, répétant les instructions d'Amanda sur le fait de dire aux adultes que maman lui manquait et qu'il ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait pas rentrer à la maison. La manipulation était transparente pour les adultes, mais émotionnellement dévastatrice pour un enfant de 7 ans, pris entre la loyauté envers sa mère et le devoir de dire la vérité aux travailleurs sociaux. Jennifer Adams a immédiatement restreint les contacts d'Amanda avec Tyler, après avoir reconnu les tactiques de coaching. Le bien-être émotionnel de Tyler est notre principale préoccupation. Sa mère l'utilise comme un outil pour manipuler le système judiciaire, ce qui constitue un abus émotionnel supplémentaire sur l'enfant. Quand Amanda a appris les restrictions de contact, elle a convaincu une autre détenue d'appeler papa, prétendant que Tyler était en danger à cause de mon état mental prétendument instable. L'appelante a insisté sur le fait qu'Amanda avait des informations sur des menaces que j'aurais proférées contre la sécurité de Tyler, qui nécessitaient une enquête immédiate. Papa, toujours vulnérable à la manipulation malgré tout ce qu'il avait appris, a brièvement envisagé la possibilité que je puisse représenter un danger pour Tyler. Son moment de doute m'a mise en colère, mais a aussi démontré à quel point les années de manipulation d'Amanda avaient endommagé sa capacité à faire confiance à son propre jugement. Papa, réfléchis à ce que tu suggères. J'ai passé des années à soutenir cette famille financièrement et émotionnellement. J'ai été le membre de la famille stable et responsable à travers chaque crise. Est-ce que ça a un sens que je devienne soudainement dangereuse pour Tyler? La conversation a forcé papa à affronter à quel point Amanda avait complètement déformé sa perception de la dynamique familiale. Il a réalisé que son instinct immédiat était toujours de croire la version d'Amanda, au détriment des preuves objectives, ce qui montrait tout le travail qu'il lui restait à faire pour reconstruire sa pensée critique. La préparation du procès d'Amanda a révélé toute l'étendue de ses activités criminelles, grâce au processus de découverte. Les relevés bancaires ont montré qu'elle avait volé près de $30 000 à des membres de sa famille en 2 ans, avec des montants croissants à mesure que sa dépendance au jeu s'aggravait. Les images des caméras de sécurité de plusieurs casinos montraient Amanda dépensant des fonds volés sur des machines à sous et des jeux de cartes,
pendant que Tyler était à l'école ou chez papa. Elle menait une double vie, jouant la mère célibataire responsable le jour, et la joueuse compulsive la nuit. Son avocat de la défense a tenté de faire valoir que les crimes d'Amanda étaient motivés par le désespoir financier, en tant que mère célibataire en difficulté. Cependant, les procureurs ont facilement démoli ce récit en présentant des preuves de ses achats de luxe, de ses pertes au jeu, et de son refus de chercher un emploi légitime. L'accusée ne volait pas pour nourrir son enfant ou payer son loyer, a soutenu le procureur. Elle volait pour financer une dépendance au jeu et maintenir un style de vie qu'elle ne pouvait pas se permettre légalement. Son utilisation de la confiance familiale et du bien-être de son enfant comme outil de manipulation rend ces crimes particulièrement odieux. Le procès a duré 3 jours, avec des membres de la famille témoignant de l'impact des crimes d'Amanda sur leur vie et leurs relations. Le témoignage de grand-mère Rose a été particulièrement puissant, alors qu'elle décrivait se sentir violée et en danger dans sa propre communauté après le vol d'Amanda. Je faisais entièrement confiance à Amanda parce qu'elle était ma petite fille. Je lui ai donné accès à ma maison, à mes informations personnelles et à mes comptes financiers, parce que je croyais que les membres de la famille se protègent les uns les autres. Apprendre qu'elle me volait tout en faisant semblant de m'aider a détruit ma capacité à faire confiance à quiconque. Tyler a été épargné de témoigner, mais les travailleurs sociaux ont présenté des preuves de la manipulation émotionnelle et du coaching qu'il avait subi. Le tribunal a reconnu que le traitement de Tyler par Amanda constituait un abus émotionnel sur l'enfant, qui s'était poursuivi même pendant son incarcération. J'ai témoigné de l'impact financier et émotionnel des crimes d'Amanda, en soulignant comment sa manipulation avait endommagé les relations familiales et créé des problèmes de confiance durables. Ma déclaration s'est concentrée sur l'impact communautaire du vol d'identité et sur l'importance de tenir les membres de la famille responsables de leur comportement criminel, indépendamment des relations. Le témoignage de papa a été le plus difficile pour toutes les personnes impliquées. Il a été forcé de reconnaître son rôle dans la facilitation du comportement d'Amanda et d'admettre que son favoritisme l'avait empêché de reconnaître des signes avant-coureurs évidents de ses activités criminelles. J'ai manqué à mes devoirs envers mes filles et mon petit-fils en laissant mes émotions l'emporter sur mon jugement. J'ai encouragé un comportement criminel parce que je voulais croire qu'Amanda était une bonne mère, aux prises avec des problèmes temporaires. J'ai ignoré les preuves et rejeté les inquiétudes parce que faire face à la vérité était trop douloureux. Le jury a délibéré moins de 4 heures avant de rendre des verdicts de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Amanda n'a montré aucun remords lors de la sentence, fixant plutôt les membres de sa famille du regard et murmurant des accusations de trahison, alors que le juge imposait sa peine. Elle a reçu 5 ans de prison d'État, avec possibilité de libération conditionnelle après 3 ans, sous réserve de suivre un traitement contre la dépendance au jeu et de rembourser intégralement toutes les victimes. La sentence comprenait également des restrictions permanentes sur son accès aux comptes financiers appartenant aux membres de sa famille. La réaction de Tyler à la condamnation de sa mère a été complexe et déchirante. Il était triste que maman ne rentre pas à la maison avant longtemps, mais aussi soulagé que les disputes d'adultes et la confusion aient enfin cessé. Les travailleurs sociaux l'ont assuré que le fait que sa mère lui manque était normal, tout en l'aidant à comprendre que son comportement n'était pas de sa faute. Parfois, les adultes font de très mauvais choix qui blessent d'autres personnes, a expliqué Jennifer Adams à Tyler lors d'une séance de conseil à laquelle j'ai assisté. Quand cela arrive, il y a des conséquences pour les aider à apprendre de meilleures façons de se comporter. Cela ne veut pas dire que personne ne t'aime moins. La famille a commencé à guérir immédiatement après la condamnation d'Amanda, libérée de sa manipulation constante et de son terrorisme financier. Papa a commencé à assister à des séances de thérapie hebdomadaires pour aborder ses comportements de facilitation et reconstruire sa relation avec Tyler, basée sur l'honnêteté plutôt que sur la manipulation émotionnelle. Les résultats scolaires de Tyler se sont considérablement améliorés, une fois qu'il a vécu dans un environnement stable, avec des messages cohérents de la part des adultes de sa vie. Son enseignante a noté qu'il semblait plus détendu et curieux, comme il sied à son âge, plutôt qu'anxieusement concentré sur l'approbation des adultes. J'ai ouvert un compte d'épargne-études pour Tyler, géré par des professionnels, garantissant que son avenir éducatif serait sécurisé, indépendamment des difficultés financières de la famille. Le compte a été structuré pour empêcher toute possibilité d'accès par les adultes, jusqu'à ce que Tyler atteigne l'âge d'aller à l'université. Grand-mère Rose a déménagé dans une résidence pour personnes âgées, où ses finances étaient gérées par des professionnels et où ses informations personnelles étaient à l'abri de toute manipulation familiale potentielle. Elle semblait soulagée d'avoir une supervision professionnelle, la protégeant de futures escroqueries ou tentatives de vol. Les relations familiales élargies se sont lentement reconstruites,
à mesure que les parents comprenaient la situation réelle et s'excusaient d'avoir douté de mes inquiétudes concernant le comportement d'Amanda. L'oncle Mike est devenu particulièrement solidaire, s'informant souvent du bien-être de Tyler et offrant une aide pratique pour l'adaptation de papa à ses nouvelles responsabilités de parent seul. Plus important encore, j'ai commencé à me sentir à nouveau moi-même, pour la première fois depuis des années. Le stress constant de la manipulation familiale et de l'exploitation financière avait disparu, remplacé par des relations saines, basées sur le respect mutuel et des limites claires. 6 mois après la condamnation d'Amanda, notre famille s'était transformée en quelque chose d'inconnaissable, par rapport au dysfonctionnement toxique qui avait défini nos relations pendant des années. Tyler s'épanouissait dans son nouvel environnement d'honnêteté et de stabilité, devenant l'enfant confiant et curieux qu'il avait toujours été, sous la manipulation émotionnelle de sa mère. Sa première conversation sincère avec moi sur la situation a eu lieu un samedi après-midi, alors que nous travaillions ensemble sur un puzzle, à la table de la cuisine de papa. La perspective de Tyler, 7 ans, était rafraîchissante de franchise, alors qu'il assimilait les événements complexes d'adultes qui avaient perturbé son monde. Tante Kendra, je comprends maintenant que maman prenait de l'argent qui ne lui appartenait pas, et c'est pour ça qu'elle a dû aller en prison. Avant, je pensais que c'était parce que tout le monde était méchant avec elle, mais maintenant je sais que prendre des choses sans demander, c'est toujours mal, même pour les grands. Sa maturité émotionnelle nous a impressionnés, papa et moi, alors que nous le regardions gérer des sentiments contradictoires d'amour pour sa mère et de déception face à ses choix. La séance de conseil familial lui avait donné un langage adapté à son âge, pour exprimer des émotions complexes sans se sentir responsable des problèmes d'adultes. Les résultats scolaires de Tyler ont grimpé en flèche, une fois qu'il a été libéré du stress constant de gérer les émotions des adultes et de répéter des histoires apprises par cœur aux enseignants et aux travailleurs sociaux. Son enseignante de 2e année a rapporté qu'il était devenu l'un de ses élèves les plus engagés, curieux d'apprendre plutôt qu'anxieusement concentré sur le fait de dire les bonnes choses pour plaire aux adultes. Tyler s'est transformé, d'un enfant qui semblait inquiet de l'approbation des adultes, en un apprenant naturel qui pose des questions merveilleuses et aime explorer de nouvelles idées, a partagé Madame Patterson lors de notre réunion parents-professeurs. Quels que soient les changements que vous avez faits à la maison, ils lui ont donné la sécurité d'être juste un enfant. La transformation de papa a été tout aussi remarquable, alors qu'il s'est engagé à comprendre ses comportements de facilitation par le biais d'une thérapie intensive. Sa thérapeute, la docteure Rebecca Coleman, l'a aidé à reconnaître comment sa peur de perdre l'amour d'Amanda l'avait empêché de fixer des limites appropriées ou de la tenir responsable de ses actions néfastes. J'ai passé des années à confondre la facilitation avec l'amour, m'a expliqué papa lors de l'un de nos cafés hebdomadaires. Je pensais qu'être un bon père signifiait protéger Amanda des conséquences, mais en réalité, je l'empêchais d'apprendre à être une adulte responsable. J'ai fait du mal à tout le monde, surtout à Tyler, en donnant la priorité à mes sentiments plutôt qu'à la sécurité de tous. Ces excuses étaient étayées par des changements de comportement constants, qui ont reconstruit la confiance lentement mais sûrement. Il a appris à reconnaître les tactiques de manipulation et à y répondre avec des limites fermes, plutôt que par des réactions émotionnelles. Plus important encore, il a commencé à traiter Tyler comme un enfant qui avait besoin de protection, plutôt que comme un outil pour gérer les émotions d'Amanda. Le processus de restitution financière a été géré par le système judiciaire, garantissant que toutes les victimes d'Amanda reçoivent une compensation pour leurs pertes. Ma cote de crédit a été entièrement rétablie, et les mesures de sécurité que j'avais mises en place m'ont protégé de tout abus financier familial futur. La transition de grand-mère Rose en résidence pour personnes âgées a eu des avantages inattendus, au-delà de la sécurité financière. Elle s'est liée d'amitié avec d'autres résidents et a participé à des activités qui lui ont apporté plus d'interactions sociales qu'elle n'en avait eu en vivant seule. Sa santé cognitive s'est améliorée avec une stimulation sociale régulière et des soins professionnels. J'aurais dû faire ce déménagement il y a des années, a-t-elle admis lors de l'une de mes visites hebdomadaires. J'étais isolé et vulnérable en vivant seul, ce qui faisait de moi une cible facile pour la manipulation d'Amanda. Ici, j'ai des gens qui veillent sur moi et des activités qui gardent mon esprit vif. La relation de Tyler avec moi s'est approfondie, alors que nous passions régulièrement du temps ensemble, sans le drame familial compliqué qui avait auparavant entouré chaque interaction. Nous avons établi des traditions, comme les petits déjeuners aux pancakes du samedi matin et les excursions mensuelles au musée des sciences, qui n'appartenaient qu'à nous. Ces questions sur l'argent, la confiance et les relations familiales ont fourni des occasions de précieuses leçons de vie, sur les limites saines et la responsabilité personnelle.
Tyler a appris à gérer sa petite allocation et à comprendre la différence entre les besoins et les désirs, d'une manière qui le protégerait du développement de tactiques de manipulation financière. La réaction de la communauté à la condamnation d'Amanda a été extrêmement positive, en particulier parmi les autres parents qui ont reconnu l'importance de tenir les membres de la famille responsables de leur comportement criminel. Plusieurs personnes m'ont approché pour partager leurs propres expériences d'abus financiers familial et me remercier d'avoir parlé publiquement du problème. Mon lieu de travail a également été un soutien tout au long du processus juridique, et ma gestion de la crise a suffisamment impressionné la direction pour qu'elle me propose une promotion au poste de coordinatrice marketing senior, avec une augmentation de salaire significative. La reconnaissance professionnelle m'a semblé être une validation du fait que j'avais fait les bons choix, malgré la pression familiale. La première audience de libération conditionnelle d'Amanda était encore dans 2 ans, mais elle avait commencé à participer aux traitements obligatoires contre la dépendance aux jeux et aux cours de responsabilité financière en prison. Ses lettres à Tyler étaient surveillées et fortement supervisées, se concentrant sur des expressions d'amour adaptées à son âge, plutôt que sur la manipulation ou les demandes de loyauté. Tyler exprimait parfois le fait que sa mère lui manquait, mais il démontrait aussi une compréhension claire que son retour nécessiterait la preuve d'un véritable changement, plutôt que de simples promesses ou excuses. Son intelligence émotionnelle a continué de se développer, alors qu'il apprenait à faire confiance à ses propres sentiments, plutôt qu'à gérer les émotions des adultes. J'espère que maman apprendra à faire de meilleurs choix pour pouvoir rentrer à la maison un jour, m'a dit Tyler lors de l'une de nos conversations. Mais j'espère aussi qu'elle n'essaiera plus de prendre l'argent des autres, parce que ça rend tout le monde triste et effrayé. Sa sagesse simple reflétait le système de valeurs sain qu'il développait, grâce à des relations familiales honnêtes et à des conséquences appropriées pour un comportement néfaste. Tyler apprenait que l'amour inclut la responsabilité, plutôt que la facilitation de la destruction. Mon propre parcours de guérison a inclus une thérapie pour aborder les effets à long terme de la manipulation familiale et de l'abus financier. La docteure Jennifer Walsh m'a aidé à comprendre comment le fait de grandir avec la manipulation d'Amanda avait affecté ma capacité à reconnaître et à répondre aux schémas de comportement toxiques dans d'autres relations. Vous avez appris à normaliser la manipulation émotionnelle et l'exploitation financière comme des expressions de l'amour familial, a expliqué la docteure Walsh. La guérison nécessite de reconstruire votre compréhension de ce à quoi ressemblent réellement les relations saines, et de faire confiance à votre instinct quant aux motivations des gens. Le travail thérapeutique a été difficile mais libérateur, à mesure que je développais des limites plus fortes et des compétences de communication. J'ai recommencé à sortir avec des gens pour la première fois depuis des années, abordant de nouvelles relations avec des attentes claires en matière de respect mutuel et d'indépendance financière. Ma relation avec papa a continué de s'améliorer, alors que nous apprenions tous les deux à communiquer honnêtement sur des sujets difficiles, sans retomber dans les vieux schémas de culpabilité, de manipulation ou de conflit. Nos rencontres hebdomadaires ont fourni des occasions de pratiquer des compétences relationnelles saines, tout en maintenant un lien. Je suis fier de la femme que tu es devenue, malgré mes échecs en tant que père, m'a dit papa lors d'une conversation particulièrement significative. Tu as fait preuve de force et d'intégrité quand notre famille en avait le plus besoin, même si cela t'a coûté des relations et t'a causé de la douleur. J'espère qu'un jour je pourrai être digne de la fille que tu as toujours été. Sa reconnaissance signifiait plus que n'importe quelle excuse, car elle s'accompagnait de changements de comportement durables et d'une véritable compréhension des dommages que son favoritisme avait causés. Papa apprenait enfin à me voir comme un individu, plutôt que comme un rôle dans le système de soutien d'Amanda. L'affaire juridique a eu des implications plus larges, au-delà de notre situation familiale. La détective Santos a utilisé nos cas comme matériel de formation pour d'autres officiers enquêtant sur l'abus financier familial, les aidant à reconnaître les tactiques de manipulation complexes qui rendent ces crimes particulièrement préjudiciables aux victimes. Les cas d'abus financier familial sont souvent plus dévastateurs psychologiquement que les crimes commis par des étrangers, car ils impliquent la trahison de personnes qui sont censées nous protéger, a expliqué la détective Santos lors d'une présentation d'éducation communautaire à laquelle nous avons assisté. Les victimes comme Kendra, qui signalent ces crimes et poursuivent en justice, aident à protéger d'autres victimes potentielles et à briser les cycles de dysfonctionnement familial. La fête du 8e anniversaire de Tyler a été la première célébration familiale depuis des années qui a semblé sincèrement joyeuse, plutôt que tendue par une manipulation et un conflit sous-jacent. Grand-mère Rose est venue de sa résidence pour personnes âgées, l'oncle Mike et sa famille sont venus de Tucson, et plusieurs amis de l'école de Tyler se sont joints à nous pour un après-midi de jeux et de gâteaux. La différence d'atmosphère familiale était remarquable, par rapport à la fête d'anniversaire d'Amanda qui avait déclenché la confrontation 8 mois plus tôt.
Les conversations étaient honnêtes et détendues, axées sur la célébration de Tyler, plutôt que sur la gestion des émotions des adultes ou la navigation d'agendas cachés. Tyler a soufflé ses bougies et a fait un vœu qu'il a partagé avec toutes les personnes présentes. J'ai souhaité que notre famille continue d'être heureuse et honnête comme ça, et que maman apprenne à être heureuse sans prendre des choses qui ne lui appartiennent pas. Son espoir innocent pour la réhabilitation de sa mère reflétait le sain équilibre d'amour et de limites qui avait remplacé les attentes de loyauté toxiques qui définissaient autrefois nos relations familiales. Tyler apprenait que s'occuper de quelqu'un inclut de vouloir qu'il devienne sa meilleure version, plutôt que de faciliter ses pires comportements. En nettoyant après la fête, papa et moi avons réfléchi à tout ce qui avait changé depuis la confrontation dévastatrice de l'anniversaire de l'année précédente. La crise qui avait semblé être la fin de notre famille avait en fait été le début de relations beaucoup plus saines, bâties sur la vérité plutôt que sur la manipulation. Merci d'avoir refusé de t'excuser pour des choses que tu n'avais pas mal faites, a dit papa en emballant le reste du gâteau. Si tu avais cédé à notre pression, Amanda aurait continué à voler, et Tyler aurait grandi en pensant que la manipulation était un comportement familial normal. Ta force nous a tous sauvés. Ce soir-là, je me suis assise dans mon appartement paisible, passant en revue le parcours du bouc émissaire familial aux membres de la famille respectée, qui avait aidé tout le monde à guérir de années de dysfonctionnement. Le prix de l'établissement de limites avait été un isolement temporaire et un conflit familial, mais les récompenses étaient des relations saines, basées sur un soin sincère plutôt que sur l'obligation ou la culpabilité. La satisfaction la plus profonde venait de savoir que Tyler grandissait avec des relations honnêtes et des valeurs claires sur la responsabilité personnelle et le respect des autres. Il n'aurait jamais à se demander si l'amour familial exigeait d'accepter les abus ou de faciliter les comportements néfastes. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma collègue et amie, Lisa, qui m'avait soutenu tout au long du processus juridique. Comment s'est passée la fête de Tyler? Vous avez tous fait un sacré chemin depuis le début. J'ai répondu avec gratitude pour son amitié et son soutien. C'était parfait. Le véritable amour familial est tellement mieux que la fausse version que je pensais normale. Tyler grandit en sachant à quoi ressemblent réellement les relations saines. En me préparant à me coucher cette nuit-là, j'ai réfléchi à la profonde leçon de vie qui avait émergé de l'année la plus difficile de ma vie. Parfois, le plus grand acte d'amour est de refuser de faciliter un comportement destructeur, même lorsque ce refus est mal compris ou critiqué par des personnes qui comptent pour nous. S'éloigner de la toxicité n'est pas égoïste ni cruel, c'est essentiel pour créer un espace de guérison et de croissance sincère. La vraie famille soutient le développement de chaque membre, plutôt que d'exploiter leur loyauté ou leurs ressources. Les relations qui valent la peine d'être préservées sont celles qui sont bâties sur le respect mutuel, l'honnêteté et le souci du bien-être de chacun. Tyler grandirait en comprenant ces principes, parce que quelqu'un dans sa famille avait été prêt à endurer une douleur temporaire pour créer un changement positif durable. Cette connaissance m'a rempli de paix et de détermination, alors que j'attendais avec impatience de nombreuses autres années de relations familiales authentiques, bâties sur l'amour plutôt que sur la manipulation. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous défendre donnait l'impression d'être le méchant de votre famille? Comment pensez-vous que vous réagiriez en découvrant qu'un membre de votre famille vous volait, alors que tout le monde s'attendait à ce que vous pardonniez et passiez à autre chose? J'aimerais connaître vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez lui donner un pouce levé et vous abonner pour entendre d'autres histoires sur la recherche de la force dans des situations familiales difficiles. N'oubliez pas de partager ceci avec toute personne qui pourrait avoir besoin d'entendre que fixer des limites avec des membres de la famille toxique n'est pas égoïste, c'est nécessaire pour la guérison et la croissance de tous. Merci d'avoir écouté mon parcours et celui de Tyler vers des relations familiales plus saines. Rappelez-vous que vous méritez d'être traité avec respect et honnêteté par les personnes qui prétendent vous aimer, et ne laissez jamais personne vous convaincre qu'accepter les abus est la même chose que d'être loyal envers sa famille. Jusqu'à la prochaine fois. Prenez soin de vous et faites confiance à votre instinct sur ce à quoi ressemble réellement l'amour sain.